Jeudi 4 septembre 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les détails des actualités de ce jour, les reliques culturelles et historiques, notamment les crânes du roi Touer et celles de ces deux militaires sont arrivés cet après-midi dans le district de Bale sur Tirbine. Ces restes, autrefois emportés comme trophées de guerre par les colonisateurs français durant l'époque coloniale, reviennent enfin sur leur terre natale. Ce retour constitue une victoire historique et symbolique pour la population de Bale et pour tout le peuple sakalav. Le président de la République, Andry Rajoelina, assistera à la cérémonie prévue demain, 5 septembre. Cet événement coïncide également avec l'inauguration d'infrastructures locales telles que le nouveau palais de justice et la nouvelle prison. Les détails avec Nater Akoutmav et Andoura Tadjabé. Le crâne du roi Touer retourne enfin sur sa terre natale, 128 ans après. Ce crâne du roi Touer avait été emporté par les colons français comme trophée de guerre durant la période coloniale, après que le roi, connu sous le nom d'Andji Amilav Karif ou roi Touer, ait mené une révolte contre les colonisateurs en 1857. Aujourd'hui, son crâne est de retour à Bale sur Tirbine et sera inhumé à un bic avec ses restes mortuaires. Pour la population de Bale sur Tirbine, ce retour est un événement majeur, une victoire historique, le retour du crâne de leur roi qui s'est battu pour eux. C'est un moment historique marqué par la présence du président de la République, Andry Rajoelina, dont l'engagement a permis le rapatriement de ces précieuses reliques. Pour rappel, le 6 novembre 2020, le président avait officiellement annoncé le retour du crâne du roi Touer à Madagascar. Et 5 ans plus tard, cette promesse est tenue. Ce retour des crânes du roi Touer et de ces deux militaires qui ont également combattu aux côtés du roi, aussi considérés comme des trophées de guerre, est un moment tant attendu par le peuple de Sakalav. Une fête populaire et solennelle est prévue pour accueillir ces reliques dans une cérémonie grandiose qui marquera à jamais l'histoire des générations futures. Le crâne du roi Touer sera inhumé demain dans le sanctuaire d'Ambik. Et outre la remise du crâne du roi Touer prévue demain à Bale sur Tirbine, le président de la République Andry Rajoelina effectuera également une visite dans la capitale de la région Menabe à Murundav les 5 et 6 septembre. Une visite régionale qui sera marquée par l'inauguration de plusieurs infrastructures relatives à la sécurité, l'éducation et la fonction publique. Le président rencontrera également la population au sein du stade Manara Bench, l'un des projets d'envergure dont bénéficie la ville de Murundav. Les détails toujours avec Nater Akoutmav et Andoura Tadjabé. Outre l'aspect culturel de la cérémonie de remise du crâne du roi Touer à Bale sur Tirbine, l'agenda du président de la République de Madagascar sera chargé durant ces 2 jours dans la région Menabe. Tous les secteurs sont concernés, notamment l'éducation, les infrastructures routières, la sécurité, la fonction publique, sans oublier le stade Manara Bench. Ces inaugurations illustrent concrètement la politique de décentralisation effective prônée par le gouvernement actuel. Murundav bénéficieront d'un établissement scolaire capable d'accueillir des milliers d'élèves, ce qui transformera la qualité de l'enseignement. De plus, une zone de défense et de sécurité a été implantée à Murundav. Cette infrastructure permettra d'assurer toutes les opérations de terrain liées à la sécurité des populations et à la protection de leurs biens dans les régions Menabe et Melek. Par ailleurs, un bureau régional de la sécurité publique qui regroupe l'ensemble des services de la police nationale a été installé. Il s'agit du 22e bureau de ce genre à Madagascar. Le ministère chargé de la fonction publique bénéficiera également d'un bureau régional. La visite du chef de l'État dans la région Menabe se clôturera le 6 septembre par une rencontre avec la population au stade Manara Bench, lequel sera inauguré à cette occasion. Conformément à la politique générale de l'État, ces infrastructures ont été faites pour répondre aux besoins de la population. Elles participent à la mise en œuvre d'une véritable décentralisation, valorisent les territoires et soutiennent le développement économique à travers divers projets structurants. Et dans un tout autre sujet, suite de l'empoisonnement lors de la fête
d'anniversaire organisée à Bouimalaz, Déborah Anchinien, une jeune femme de 20 ans qui faisait partie des invités tombés malades lors de cet événement, est décédée aujourd'hui. Elle avait quitté l'hôpital après avoir été soignée, mais a dû être réadmise dans une clinique privée suite à une rechute. Malheureusement, elle n'a pas survécu et il convient de rappeler que le couple présidentiel a pris en charge l'ensemble des soins médicaux pour toutes les victimes de cet empoisonnement et assurera également les dépenses jusqu'aux funérailles. Reportage de Mervoulet Sferen et Braz Denilson. Déborah Anchinien, une jeune femme de 20 ans, figurant parmi les personnes invitées par Fenouassen à la fête d'anniversaire organisée à Bouimalaz, a perdu la vie aujourd'hui. Après avoir été déclarée guérie et autorisée à quitter l'hôpital, elle a fait une rechute, souffrant de difficultés respiratoires et a été transférée dans une clinique privée à Nous, où elle a perdu la vie. Conformément à l'engagement pris par le président Andji Rajoelina, tous les soins médicaux des victimes ont été intégralement pris en charge par le couple présidentiel. Suite à ce décès tragique, les préparatifs des obsèques seront également assurés par ces derniers. La famille de Déborah a exprimé sa gratitude envers le président Andji Rajoelina et son épouse pour leur soutien et leur implication dans la prise en charge médicale de leur fille. Et les enfants de Céline Ratira ont exprimé leur profonde gratitude envers toutes les personnes venues leur témoigner leur soutien lors de cette période de deuil. Ils ont particulièrement tenu à remercier le président Andji Rajoelina et son épouse pour l'aide précieuse qu'ils leur ont apportée dans l'organisation des obsèques de l'amiral Didier Ratira et celle de l'épouse de ce dernier tout récemment. Dans un tout autre contexte, actuellement 80% des semences de riz hybride ont déjà été distribuées pour cette campagne agricole et leur diffusion se poursuit dans les 14 régions bénéficiaires, a confirmé aujourd'hui le secrétaire d'État chargé de la souveraineté alimentaire pour la campagne agricole 2025. Les rendements sont satisfaisants entre 8 à 12 tonnes par hectare. Le riz hybride vise non seulement à améliorer les taux de production rizicole, mais joue également un rôle important dans l'augmentation du revenu des paysans et le renforcement de la sécurité alimentaire des populations. Le stand de SESA à la Foire internationale de l'agriculture est aussi accessible aux agriculteurs et à toutes les personnes intéressées par la culture du riz hybride. Reportage signé Anne Martina et Nzar Radjiansou. Les informations concernant le riz hybride, les étapes de production et les rendements issus de cette culture occupent une place importante dans le stand du secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire à l'occasion de cette 7e édition de la Foire internationale de l'agriculture, ou FIA. Les rendements pour cette campagne sont estimés entre 8 et 12 tonnes par hectare, selon les informations. Une partie des récoltes est exposée sur place. Le gouvernement poursuit également la distribution de semences pour la culture du riz hybride dans le cadre de la campagne 2025-2026. D'après les informations, 80% des semences ont déjà été distribuées avec pour objectif d'accroître encore les rendements pour l'année 2026. Pour l'année 2025, environ 300 tonnes de semences de riz hybride ont été distribuées par le secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire, accompagné de 600 000 tonnes d'engrais. Et 80% des enfants du personnel ayant passé les examens officiels du CEPE, BEPC et baccalauréat ont réussi en reconnaissance de leurs efforts et pour les encourager à continuer leurs études. Le président de cette institution leur a remis aujourd'hui au palais d'Anoussiké des fournitures scolaires ainsi qu'une somme d'argent. Le général Raval Manana Richard, présent lors de cette cérémonie, a témoigné que sa réussite dans la vie est en grande partie due à sa persévérance dans les études. Il a affirmé avoir pu réaliser tous ses rêves grâce à cela et atteindre la position qu'il occupe actuellement. Et concernant les actualités sportives, Madagascar accueillera le championnat d'Afrique de karaté-do en 2026 dans plusieurs catégories grâce à la bonne position de la Fédération malgache de karaté-do auprès de la Fédération internationale et la Confédération africaine. Madagascar a obtenu la confiance nécessaire pour organiser cette compétition,
international. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération malgache et a noté également les bons résultats obtenus récemment lors du dernier championnat d'Afrique organisé au Nigeria. Reportage de Anzar Radonarville. Au cours des 3 dernières années, sous la direction de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération malgache de karaté-do, Madagascar n'a cessé d'enregistrer de bons résultats sur la scène internationale, affirment les responsables. Parmi ces succès figure notamment la participation au dernier championnat d'Afrique au Nigeria, où nos athlètes ont obtenu les tickets pour le championnat du monde. Outre les performances sportives, notre pays a également gagné la confiance des instances internationales pour organiser une compétition, en l'occurrence le championnat d'Afrique de karaté-do prévu pour 2026. Et outre les 2 premières équipes de chaque groupe qui sont qualifiées directement pour le 8e de finale, 4 autres équipes s'ajoutent à elles, notamment les meilleurs 3e issus des phases éliminatoires. Ainsi, les 16 équipes qualifiées pour le 8e de finale du tournoi de foot à 7 organisé par Viva en cette 2e édition sont désormais connues. Reportage toujours avec Anzar Radonarville. Les équipes qui sont qualifiées pour les 8e de finale dans la compétition de foot à 7, Viva Football Inter-Entreprise, organisée par Viva, sont déjà connues. Concernant les 2 premières de chaque groupe, dans le groupe A, Futur Textile Ankadbaok, 9 points, et Taxi Agréé Aéroport Ivat, 6 points. Dans le groupe B, Crête Sesfiso, 9 points, et AFC, 6 points. Dans le groupe C, Rapid Service, 9 points, Evalue IT, 6 points. Groupe D, Someto avec 9 points et Somadis 6 points. Groupe E, Tuklin 9 points et Solarma 6 points. Groupe F, Comta Expert Investmada 9 points et Carrefour 6 points. Les 4 meilleurs 3e ayant également décroché leur ticket pour les 8e de finale sont Mada Solutions Plus dans le groupe F, Ingenosia, groupe B, EasyNetcom, groupe A et RI Madagascar, groupe E. Ce sont donc ces équipes qui s'affronteront lors des 8e de finale du Viva Football Inter-Entreprise. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, le déraillement d'un funiculaire mercredi dans le centre de Lisbonne a fait 16 morts et 5 blessés graves, selon un bilan revu à la baisse jeudi par le Premier ministre qui a évoqué une des plus grandes tragédies humaines de notre histoire récente. France 24. Sont tournés quelques secondes après l'accident. Des passants se précipitent en haut de cette rue. Un homme s'avance en filmant. Je comprends pas ce qui s'est passé. Des gens sont morts. Il y a des gens partout. Au cœur de Lisbonne, ce funiculaire vient de dérailler. Dans cet amas de tôle et de fer, des victimes sont encore coincées. Nous sommes en fin d'après-midi. Hier, de nombreux touristes étaient à l'intérieur. Un nuage de poussière s'élève devant des badauds sidérés. En contrebas, on aperçoit la 2e voiture, identique à la première. Elle peut accueillir à son bord jusqu'à 40 personnes. On en voit ici pris de panique sortir par les fenêtres. Le funiculaire de Gloria traverse sur 260 mètres le cœur historique de la cité. La cabine accidentée était en train de descendre une pente atteignant les 17%. L'accident s'est produit à l'angle de la rue, dans ce virage, devant de nombreux témoins. J'ai vu le funiculaire arriver d'en haut, complètement hors de contrôle. On aurait dit un jouet. Les gens criaient, tout s'est passé très vite. Puis il a percuté avec un grand fracas au coin de la Rua da Gloria, créant un nuage de poussière brune. Les autorités locales cherchent à identifier les victimes. Je ne peux pas encore confirmer toutes les nationalités. Évidemment, nous avons identifié plusieurs noms de familles étrangers, mais je ne peux pas toutes les confirmer. Ce matin, les enquêteurs étaient sur les lieux de l'accident, à la recherche du moindre indice pouvant expliquer les circonstances de ce drame. Le gestionnaire a indiqué que le funiculaire était régulièrement inspecté. Des programmes de maintenance mensuels, hebdomadaires et d'inspection quotidienne ont été scrupuleusement respectés. En 2018, ce même funiculaire avait connu un accident sans faire de victimes. Des défauts de maintenance avaient été pointés par la presse portugaise. Après l'accident mortel d'hier, plusieurs enquêtes ont été ouvertes.
Et destination Somalie, Mogadiscio, capitale de la Somalie, est une ville côtière située sur les rives de l'océan Indien, riche d'une histoire millénaire. Elle fut autrefois un centre commercial important reliant l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et l'Asie. Malgré les conflits qui ont marqué son histoire récente, Mogadiscio demeure un symbole de résilience. La ville connaît aujourd'hui des efforts de reconstruction avec un renouveau urbain, culturel et économique qui redonne espoir à ses habitants. Reportage signé France 24. Armés de seaux et de balais, des dizaines de bénévoles et d'employés municipaux passent les trottoirs de Mogadiscio au peigne fin. Autrefois connue pour sa splendeur, la capitale somalienne porte encore les stigmates de décennies de conflits et d'attaques djihadistes. Mais une vaste campagne de nettoyage vise aujourd'hui à redorer le blason de la ville et l'aider à renouer avec sa gloire d'antan. Nous avons commencé avec 250 employés, mais nous avons dû en recruter 300 de plus. L'objectif est de transformer Mogadiscio, qui a longtemps été surnommé Petite Rome pour sa beauté et sa vie paisible. L'initiative, lancée il y a plus de 10 ans après le retrait officiel des militants d'Al-Shabaab de la capitale somalienne, est longtemps restée au point mort. Les autorités locales disent s'être heurtées à de nombreux défis, notamment des infrastructures archaïques et une population peu sensibilisée au traitement des déchets. Mais les efforts de nettoyage ont redoublé ces dernières années et les habitants, touristes et membres de la diaspora somalienne constatent aujourd'hui un réel changement. J'étais venu en Somalie pour 3 mois, mais j'ai décidé de prolonger mon séjour. J'ai été captivé par la beauté et la tranquillité de la capitale. La nuit, Mogadiscio ressemble presque à une ville japonaise. Une campagne de nettoyage visant à embellir la ville, mais surtout à rendre à Mogadiscio toute sa fierté et sa splendeur après des années de guerre. Et au Togo, un humoriste surnommé Spaghetti Man fait sensation sur les réseaux sociaux avec son style unique mêlant humour décalé et situations du quotidien. Il réussit à captiver un large public tant local qu'international. France 24. Difficile d'échapper au phénomène Arnoli Boukari Togo. Avec son allure inimitable, ses mimiques irrésistibles et sa passion délirante pour les spaghettis, l'humoriste togolais a conquis la toile. Ses vidéos font exploser les compteurs en totalisant plus de 9 millions d'abonnés. Dans les rues de Lomé, impossible de ne pas céder au rire lorsqu'on le croise. Spaghetti Man, vraiment, il est un homme trop drôle, quoi. On le suit sur toutes les plateformes. Il est vraiment fantastique. Ça me fait plaisir que les gens aiment mes vidéos. Je ne suis pas surpris par ce succès. Je savais que ça allait marcher et que je n'allais pas être déçu. Tu manges vraiment les pâtes? C'est pas croyable, il mange les pâtes même à l'eau de mer. Spaghetti Man s'est emparé des pâtes alimentaires comme sujet de création de contenu parce qu'elles faisaient déjà partie du quotidien de nombreux Ouest-Africains. C'est un plat simple et très économique. Mais avec lui, elles sont devenues tendance. J'ai compris que les pâtes sont connues partout, elles sont déjà une star. Donc moi, si je les utilise avec une touche d'humour, je serai autant une star que ces spaghettis. Je savais d'avance qu'en faisant ça, je serai aussi populaire que les spaghettis au Togo et dans le monde entier. De nombreux jeunes humoristes africains francophones s'imposent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, chacun avec sa propre touche. Mais tous s'inscrivent dans une même dynamique, puisés dans leur code culturel pour créer avec originalité. Dans un monde numérique saturé, Boukari Togo prouve qu'avec une stratégie bien pensée, misant sur l'authenticité et soutenue par des investisseurs audacieux, il est possible de séduire une audience internationale. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Just Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.